Commençons avec une démonstration qui m'est très personnelle. La démonstration de la carriole. Tiens, assieds-toi sur le bord de ton bureau. Tu es assis dans ta belle carriole et tu as à côté de toi, sur le siège, un petit vase avec quelques fleurs. Disons que tu veux les mettre dans une de nos nombreuses églises pour honorer la Vierge Marie. Je ne te savais pas aussi pieux. Mais non, c'est toi qui t'es procuré des fleurs, pas moi. La carriole roule vers sa destination. Soudain, un obstacle se présente devant elle. Le cocher retient les chevaux pour éviter un accident et la carriole ralentit brutalement. Avec quelles conséquences pour toi? Je me dis que je vais être en retard à mon rendez-vous. Paolo, sois sérieux, reste sur notre sujet. Bien sûr, je vais être projeté vers l'avant et tomber de mon siège. Et le vase? Il va tomber du siège aussi et rouler vers l'avant de la carriole. Ne dirait-on pas que l'élan qu'avait la carriole avant de devoir ralentir brutalement a projeté vers l'avant ta noble personne et ton beau vase? Toi, tu es tombé au sol sur tes genoux, tandis que ton vase tombait aussi, mais roulait plus loin. N'est-ce pas évident? Ça l'est tout à fait. Je serai prudent désormais en carriole. Cesse de plaisanter, s'il te plaît. Va plutôt voir Aristote pour lui expliquer l'élan. Tous les objets qui sont dans la carriole ont, avant le ralentissement, le même élan que la carriole. Quand celle-ci freine, ces objets poursuivent ou tentent de poursuivre leur course avec cet élan. Mais alors si la Terre s'arrêtait de tourner ou ralentissait, c'est là que se produiraient les dégâts. Tu as tout compris, Paolo, et répète bien à Aristote ta propre conclusion que tu viens d'énoncer, et fais-lui bien remarquer que toi, tu tombes vers l'avant sur tes genoux, mais que le vase, de par sa forme, va rouler plus loin vers l'avant, avec ce qui lui restera d'élan après avoir touché le sol, à moins évidemment qu'il se casse. Oui, mais les débris de verre vont continuer de glisser ou rouler, plus ou moins, vers l'avant. Excellent, excellent. Ai-je besoin de prendre d'autres exemples? Je ne le crois pas. Mais juste pour ta culture scientifique, je te donne un exemple célèbre. Sur un bateau en déplacement, un mousse grimpe en haut du mât, d'où il lâche une petite pierre. Où tombe-t-elle sur le pont du bateau? Aristote répond à quelque distance vers l'arrière du bateau. Et nous, les coperniciens, nous lui répondons faux. Elle tombe au pied du mât. Parce qu'elle avait un certain élan avant d'être lâchée. L'élan du navire transmis au mât, donc transmis aux mousses, donc transmis à sa main, donc transmis à la pierre. Celle-ci a continué d'être mue par son élan, tout comme le mât. Il vaudrait tout de même mieux faire l'expérience. Certes, mais on peut la faire en pensée. Ah bon? Et c'est encore de la science? Ça l'est quasiment, car notre intuition de la conclusion est supportée par notre expérience quotidienne des forces, des poids et des mouvements. Je ne savais pas que tu avais une expérience des bateaux et que tu t'amusais à grimper à leur mât. Tu te moques de moi. Mon intuition s'appuie sur une expérience très simple. Je cours le plus vite possible avec une pierre dans ma main, et je la lâche tout en stoppant brutalement ma course. Elle roule par terre du fait de l'élan que je lui ai fait partager avec moi. J'ai bien compris maintenant. Je te signale d'ailleurs que les canonniers de l'Arsenal sont convaincus par mes explications et conclusions. Mais je vais te soumettre à une question plus difficile. Un oiseau vole tranquillement dans le ciel. Il n'est tenu par rien ni par personne. Selon Aristote, il serait dans l'incapacité de suivre le mouvement, beaucoup trop violent pour ses forces, tant la Terre tourne vite, et donc resterait en arrière. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est un exemple similaire de ce que donnent les partisans d'Aristote, qui disent que les rochers, les maisons, les arbres seraient soumis à un véritable ouragan et seraient arrachés de notre sol. Mais leur argument semble encore plus pertinent avec l'oiseau, qui n'est pas planté dans notre sol,
pas plus qu'il n'y est posé. Je ne vois pas. Parce que la masse énorme d'air qui surplombe notre sol exerce une pression considérable, disons atmosphérique, sur le sol, en sorte qu'elle va transmettre l'élan de la Terre à l'oiseau. Notre planète est comme prise dans une enveloppe d'air collée sur elle, et celle-ci tourne comme la Terre. L'oiseau, qui se trouve au sein de cette enveloppe, tourne aussi à l'unisson de la Terre. Quand on n'est pas oiseau, c'est difficile de raisonner en pensée. Bon, je renonce devant ta faiblesse manifeste en matière d'intuition. Oublions les oiseaux et restons-en aux humains. Je plaisantais, Galiléo. Ta conclusion me convient. Dans l'ensemble, je suis donc d'accord avec ta théorie de l'élan. Ainsi, tu peux rejeter la thèse des partisans d'Aristote contre une possible rotation de la Terre sur elle-même. Mais évidemment, tout cela ne prouve pas que la Terre tourne sur elle-même. Effectivement, je ne puis hélas que démontrer que les arguments de nos adversaires contre cette rotation sont sans valeur. On n'a pas beaucoup avancé. La confrontation des deux systèmes cosmiques n'a pas donné grand-chose, si ce n'est que les épicycles de Ptolémée ne sont guère crédibles, mais cet argument n'est pas scientifique. La rotation de la Terre sur elle-même ne peut être démontrée, bien que tu aies discrédité l'argument d'Aristote. Et les prévisions astrologiques des deux systèmes ne peuvent être départagées parce que la différence entre elles n'est pas suffisante. C'est bien triste, mais c'est exact. Mais comment expliques-tu les chants de victoire de tes partisans à la sortie de ton Sidereus Nuncius, qui n'a rien apporté de décisif sur ce point? Mon livre a effectivement apporté des présomptions qui nous sont favorables, c'est tout. Je les connais, comme tu as pu le voir. Résumons. Elles consistent pour l'essentiel à affirmer que les différences des planètes entre elles sont remises en question. Le sol de la Lune a un relief, et notamment des vallées et des montagnes, comme la Terre. Et Jupiter a 4 astres périphériques, quand la Terre n'en a qu'un. Peut-on sérieusement se contenter de cela pour chanter à tue-tête que la Terre est une planète très ordinaire et que le géocentrisme est mort? Certes, non, mais la sortie de mon livre a provoqué une liesse bien compréhensible qui a déclenché, le va-et-dans, quelques fanfaronnades. On n'a ta guère entendu les démentir. Je ne voulais pas décourager mes partisans, c'est tout. Le résultat a été que tu as déchaîné tes adversaires, notamment il y a 2 mois à Bologne, où ta présentation a tourné au désastre, comme tu l'as déjà avoué. C'est exact. Mais il y a 1 mois, j'ai obtenu un triomphe à la cour de Florence. À Bologne, tu avais affaire à des scientifiques et des philosophes, ayant un bon niveau de connaissance. À Florence, tu avais affaire à un auditoire scientifiquement inconsistant. Peut-être, mais faisant beaucoup de bruit, très positif évidemment, dans le monde du pouvoir. De toute façon, tout cela est désormais du passé. Comme je te l'ai dit, je prépare mon offensive basée sur les phases de Vénus qui, j'en suis sûr, va nous permettre de discréditer définitivement le géocentrisme. Peux-tu m'en dire un peu plus? Bien sûr, mon cher Paolo. Mais tu ne dois pas en parler tant que je n'aurai pas publié, promets-le-moi. Sans hésitation, je te le promets, et je t'écoute avec le plus grand intérêt. C'est un sujet difficile. Je vais simplement te dire à quelle conclusion précise on arrive en observant à la lunette l'éclairement de Vénus en fonction des positions du Soleil, de Vénus et de la Terre. Et c'est autrement difficile qu'avec la Lune. En premier lieu, il y a une période où on ne peut que deviner Vénus, parce que bien qu'elle soit au plus près de la Terre, sa face éclairée est tournée vers le Soleil. À l'inverse, elle est pleinement éclairée quand elle est au plus loin de nous, mais nous l'apercevons de petite taille et elle disparaît brièvement derrière le Soleil. Dans la plus grande partie de son cycle, on ne la voit que sous la forme d'un croissant éclairé d'une taille très variable, déterminé par son écartement angulaire par rapport au Soleil. Mais les positions les plus lointaines ne peuvent être vraiment visibles qu'avec une lunette.
Alors dis-moi vite si tu expliques tout cela convenablement avec le système héliocentriste. Pour le moment, je n'ai constaté aucune contradiction. Toutefois, je n'ai pu mener mes observations que sur une courte période. Il faut que je les prolonge sur au moins 1 an pour faire un bilan complet. Bien. Et que dit Ptolémée sur ce sujet ? Mais il ne dit rien, car des observations à l'œil nu ne lui permettaient pas de se lancer sur une étude complète de l'éclairement de Vénus. Mais alors, es-tu capable de démontrer, toi, que le modèle géocentriste est incompatible avec tes observations ? Je pense que j'en serai capable, mais au prix d'un gros travail, et j'ai bien assez à faire pour démontrer la compatibilité de notre système avec mes observations. Je me contenterai de montrer que dans le modèle de Ptolémée, Vénus est positionnée sur une très grande partie de son cycle entre la Terre et le Soleil, en sorte que c'est sa face non éclairée qui s'offre à la vue des humains. Et quand ils peuvent voir une partie de sa face éclairée, celle-ci est très réduite. Bref, Vénus devrait être très peu visible et très souvent invisible. C'est magnifique. Tu es un génie, Galiléo. Je te remercie. Toutefois, je ne vais pas pouvoir publier sur ce sujet et donc attaquer le géocentrisme avant au moins 1 an. Mais nous arriverons à gagner cette bataille, j'en suis sûr. Mais il faut que je te parle maintenant d'un prolongement de notre entreprise auquel nous ne pouvons échapper. Un 3e modèle du cosmos a été imaginé par quelqu'un que tu connais bien. Ah bon ? Par Tycho Brahe. Quoi ? Et tu ne m'en parles que maintenant ? Chaque chose en son temps, Paolo. Mais, excuse-moi, j'ai une petite faim. Tu as raison. Je crois que nous avons bien mérité une pause.